Et merci au comité d'organisation pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de revenir à Lyon. Finalement, c'est une belle ville. Hein. C'est presque aussi beau que Nice. Il faut bien travailler, puis ce soir, il faut battre les Blacks parce que c'est important ce soir. Hein. Donc voilà, on a un beau panel, on va essayer d'en profiter en allant très vite. C'est une femme de 55 ans, ASA 1, BMI 24, qui a été opérée d'une prothèse totale de hanche droite, puis d'une prothèse totale de hanche gauche par le même chirurgien, par une voie d'abord antérieure. Elle a une tige courte, une cupule non cimentée, un couple de frottements céramique-céramique avec une tête 36. Elle va très bien de la hanche droite et elle a mal à la hanche gauche. Elle a en particulier une douleur de cuisse, quelques douleurs du pied inguinal. Voilà, je voulais savoir quelle était votre analyse de la situation. Et on va demander à Monsieur Rincon qu'est-ce qu'il pense de cette prothèse. What do you think about this lady? She has a painful left hip. What is your advice or your analysis? The stem, the cup is varus, and this is probably a cause of the pain. Okay, thank you. Nicolas Renard. Même analyse, on a deux tiges courtes, donc une patiente qui est douloureuse, quelques douleurs de cuisse, elle a du mal à lever la hanche aussi. Ouais, alors moi j'ai un problème avec la définition que tu donnes de tiges courtes. Pour moi c'est des tiges raccourcies, il faut vraiment se méfier de ça, on ne peut pas tout mettre dans le même panier. Pour moi c'est des tiges raccourcies qui sont en varus, avec une collerette qui va beaucoup dépasser en fait sur le calcaire. Je pense qu'il faut une analyse, on va dire, sémiologique hyper importante là, parce qu'on a parlé beaucoup de psoas, mais il y a des douleurs de cuisse il faut savoir différencier de ces douleurs de psoas, ces douleurs d'insertion du tendon direct du droit antérieur. C'est pas tout à fait la même chose et cliniquement on peut faire la différence. Très bien. Olivier Guyenne, une autre précision peut-être? Non, je suis d'accord avec ce que vient de dire Nicolas. Distinguer bien les douleurs inguinales des douleurs de cuisse. On voit qu'il y a un contact aussi cortical au niveau de l'extrémité de la tige, ce qui ne veut pas forcément dire que les douleurs viennent de là, mais bon, il faut prendre tous ces éléments en compte, effectivement. Très bien. Tariq, une idée supplémentaire? Le micro. Sans micro et avec mon allocution, ça va être compliqué. Donc déjà, si c'est une douleur dynamique, il n'y a pas de raison que ce soit une douleur de conflit. Si c'est une douleur uniquement à la flexion active, on peut imaginer qu'il y a un conflit. Effectivement, on peut se poser la question de la collerette qui est très suspendue. Et puis, je ferai un scanner pour savoir s'il y a un débord évident déjà. Un scanner. Rémi Philippot? Oui, c'est vrai que moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un rallongement à gauche. Hein. Ah ouais. Elle est rallongée à gauche, ouais, voilà, 1 centimètre. Ce rallongement qui est à l'origine probablement des douleurs. Et puis moi je reviens sur le conflit cortical externe qu'on voit souvent malheureusement dans ces voies antérieures avec des tiges qui sont un peu suspendues en varus. Et ça c'est à l'origine de douleurs, hein, clairement. Je vois que Paul Boulet a hoché la tête. Oui. Paul, une idée? Oui, tout à fait. C'est un problème de tige fémorale. L'implant fémoral est mal positionné, trop long. La coupe au niveau du col était trop longue. Donc, avec la collerette, la tige est restée très haute, un peu en varus. Alors, c'est un problème fémoral, pas acétabulaire, avec la jambe. Puis, tous les abducteurs sont tous sous tension. Alors, ou bien, je sais pas c'est quoi la longueur de la tête. Ça semble que c'était peut-être la tête la plus courte, déjà, pour essayer de la réduire. Donc, malheureusement, si on veut régler le problème de façon permanente, surtout que la dame a 55 ans et les femmes ne tolèrent pas beaucoup les femmes. Hein, ouais, pas une reprise fémorale, malheureusement. Monsieur Thieridis, je vois que vous êtes du même avis. Yeah. Well, thank you very much. I think I totally agree with the other speakers. I think the stem is in varus. The stem is undersized. The socket looks reasonable on the left side, but if you see the right side, on the right side, the distal tip is already scalloping, so the cortex is thickening. So I believe the stem is inherently unstable, undersized, and in varus position need to be revised. So the stem is moving inside the femur? Yeah, okay. Maybe or maybe not, but it is definitely undersized. And the surgeon thought that by putting a collared prosthesis will guarantee the stability, which is not actually what is happening. Okay, thank you. Lies, Aït El Hadj?
Oui, je suis très d'accord avec les amis, mais petite remarque, c'est très fréquent en matière de vent antérieur, parce que là, on voit que le grand troc est très mal travaillé, donc ça donne cette image de tige en varus, et l'inégalité de longueur, elle est vraiment tapante. Donc, Ok, Nicolas Bonin, tu veux rajouter un... Ouais, je trouve quand même qu'on s'emballe un peu vite. C'est qu'une radio et ok, elle est mal mise la prothèse, on est bien d'accord. Après, on a plein de prothèses comme ça qui vont bien. Donc... Ouais, il y a plein de prothèses mal mises qui vont très bien et plein de prothèses très bien mises qui vont très mal. En tout cas, parce que Dieu est bon avec les chirurgiens. En tout cas, cette patiente a été réopérée à gauche par le même chirurgien qui a fait un changement unipolaire fémoral, qui a utilisé une tige standard cimentée par une voie de hardinge cette fois-ci. Et qui a mis donc un crochet trochantérien, donc probablement qui a eu une petite fragilisation du grand trochantère au moment de la reprise chirurgicale. La patiente est toujours un peu rallongée. On peut discuter l'offset, mais il n'y a pas plus ou moins d'offset que du côté droit. Et puis finalement, cette patiente, elle se luxe 3 fois. Et c'est 3 luxations antérieures. 3 luxations, pas de luxation postérieure, que des luxations antérieures. Je vous rappelle qu'il y a eu une première voie de Hueter, une deuxième voie de Hardinge. What do you think? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Pas de changement de la cupule. La cupule est une cupule bien fixée, bien positionnée. Au scanner, l'antéversion cotyloïdienne est de 20 degrés. Au scanner, l'antéversion de la tige est de 20 degrés. Que pensez-vous de ce cas, Nicolas? Ouais, juste, c'est surprenant quand même qu'elle luxe parce qu'elle est quand même très rallongée, donc on se dirait que même avec une antéversion, bon, c'est pas non plus catastrophique. Et la cupule? Comment? L'antéversion de la cupule? 20 degrés. Ah, 20 degrés la cupule, 20 degrés la tige au scanner. Monsieur Hernigou, une idée? Oui, alors moi, c'est un coupe céramique. Oui. Donc, c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour le coupe céramique, c'est la luxation itérative. Si elle casse sa céramique, elle va avoir la fracture de la céramique et après on entre dans le problème diabolique. Donc je changerai et je passerai à une double mobilité tout de suite. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre idée? Paul Bollet? Il faut s'assurer premièrement qu'elle n'est pas infectée. Hein. Ah. On a fait un bilan biologique. Elle a une CRP à 20. On a fait une scintigraphie. Elle a une discrète hyperfixation au niveau du fémur. Et l'aspiration, il y a une culture. On n'a pas fait d'aspiration. Ah, mais CRP 20, c'est un peu élevé, non? Un peu élevé, 20, ouais. L'autre de la normale, c'est 10 au Canada. Donc vous suspecteriez une infection. OK, d'accord. Moi, j'aurais un gros inquiétude d'infection. Hein. Très bien. Ouais. Nicolas. Ouais, moi j'ai un gros problème avec toutes ces recommandations par rapport au prélèvement lors des révisions, parce que on dit depuis des années maintenant, si on prélève, on traite, si on traite, on va pas prélever, si on va pas traiter, on prélève pas, et si c'est une révision supposée aseptique, on va pas traiter. Et moi ça me pose un problème parce que typiquement ce cas-là, maintenant on est embêté parce que, comme dit Paul, si c'est infecté, peut-être c'est de la première fois. Peut-être c'est de la deuxième fois. Au final, personne ne va faire le diagnostic. Et moi, j'ai encore repris cette semaine un patient. On est à la 4e récidive. Et en fait, depuis le début, c'est pas évoqué. Ce que tu dis, la CRP, aucune valeur. Les prélèvements préopératoires, on sait que c'est très faible. La scintigraphie, moi j'en fais, mais je sais qu'il y a plein de centres qui disent c'est tellement aberrant ou de mauvais résultats qu'on ne le fait plus. Et donc j'ai fait cette semaine, ce qui est plus recommandé, c'est j'ai fait un changement unipolaire parce qu'il y avait un impeachment, mais j'ai quand même fait des prélèvements parce qu'il faut savoir le faire, parce qu'à un moment il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Et typiquement ce cas-là, on va être embêté, c'est peut-être un mode de réévaluation, comme dit Paul, c'est un mode de réévaluation qui est classique de l'infection, la luxation, il faut jamais passer à côté. Et 10% des révisions aseptiques sont des révisions en fait septiques, il faut pas l'oublier ça. Donc on l'a re-révisé, on a par une voie d'abord postérieure, enlevé la prothèse et mis un spesseur de hanche. On a fait des prélèvements dans la hanche, dans le fémur, dans le cotyle. On l'a mise sous antibiotique IV pendant 10 jours.
Les prélèvements sont tous revenus négatifs. Je rappelle que c'est pas parce que les prélèvements reviennent négatifs qu'il n'y a pas d'infection. Et ensuite, on l'a révisé, donc R3, avec une cupule double mobilité, une tige standard autobloquante non cimentée. Elle va très bien, elle s'est plus luxée. Juste pour dire que la double mobilité, c'est vraiment la solution pour ça, et que quand on a une tige courte qui va pas bien, on peut mettre une tige standard, et qu'il faut jamais oublier que même si ça se luxe et que la cause paraît évidente d'une instabilité mécanique, faut pas oublier l'infection à bas bruit.